et Fidélité ont délocalisé leur studio pour l'occasion. Toutes les demi-heures, de nouvelles thématiques seront abordées. Quel est le programme, Anthony? Eh bien, jusqu'à 21h, ici, nous serons en direct de Cosmopolis avec différents invités, y compris notre politologue Arnaud Leclerc dans un instant. Ensuite, eh bien, à partir de 21h, direction Bruxelles avec les eurodéputés sortants et journalistes spécialistes de l'Europe qui se retrouveront autour de la table avec Cyril Douillard. Et puis, à partir de 22h, des candidats politiques, donc, de l'UMP, du PS, d'Europe Écologie Les Verts, du Front National, nous rejoindront en plateau, ici à Cosmopolis. Nous analyserons avec eux et avec notre politologue Arnaud Leclerc les résultats de ce scrutin. L'ancienne présidente de Lettonie sera également en ligne pour nous donner son point de vue sur les élections en Ukraine. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner quelques chiffres, finalement les seuls qu'on puisse communiquer pour le moment, c'est-à-dire le taux de participation du côté national en France, il s'élevait à 35% à 17h contre 33% en 2009. C'est plutôt bon, c'est une hausse, tout ça, on va voir ça dans un instant avec Arnaud Leclerc. Hausse également sur notre grande région ouest, vous savez que nous allons voter, ou vous allez voter déjà, vous avez voté peut-être déjà ces dernières minutes sur l'ensemble de la grande région ouest, avec la Bretagne, les Pays de la Loire et Poitou-Charentes. En Bretagne, 38,4% de participation à 17h, Poitou-Charentes 36,7% et les Pays de la Loire 37,2%. Et la palme civique, j'allais dire, revient pour ces élections européennes à la Loire-Atlantique, et oui, cocorico, avec 40% de participation à 17h. C'est un bon chiffre. Et du côté de l'Union européenne, à 14h, on avait une participation en hausse dans la plupart des États membres de l'Union européenne. Le record de participation a été battu en Suède avec 56%. Par contre, du côté de la Croatie, où ont eu lieu les premières élections, on était à un taux très faible, puisqu'à 16h, nous n'étions qu'à 16,45% de participation. Arnaud Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques et co-responsable du Master de sciences politiques de l'Europe à l'Université de Nantes. Est-ce qu'on peut déjà tirer certaines conclusions des chiffres qu'on vient d'évoquer avec Anthony? Il faut être prudent parce qu'il faut quand même se rappeler que l'abstention de 2009 était historique, un score complètement incroyable, et donc même si aujourd'hui on va faire 2 ou 3 points de moins, ou de plus plutôt à l'échelle de la France et un peu plus à l'échelle de l'Europe, il faut quand même dire que ça reste malgré tout des élections où l'abstention est très majoritaire, ça pose un problème de légitimité assez sérieux. En réalité, on commence d'ores et déjà à prendre un biais, si on peut dire, qui est, on commence à commenter au regard des attentes qu'ont créées les sondages, au lieu de commenter au regard des résultats qu'on a eus par le passé. Donc il faut faire attention à cet élément-là. Les sondages nous avaient pronostiqué des abstentions très élevées partout en Europe. Finalement, ce sera un peu meilleur, mais il faut quand même dire qu'on est sur une dynamique où le nombre de participants reste malgré tout pas très élevé. On peut se féliciter quand même de cette participation en hausse, non? Ah oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. J'ai l'impression que vous minimisez cette hausse de la participation. Il vaut mieux que les électeurs s'expriment, y compris pour exprimer leur désaccord éventuel, mais ce que je veux dire, c'est, n'oublions pas que nous étions quasiment 2 électeurs sur 3 qui ne venaient pas la dernière fois, nous serons un tout petit peu au-dessus, mais c'est quand même des scores qui sont historiquement très très élevés et qui posent des questions. Et je vous propose de démarrer avec un sujet qui concerne les 507 millions d'Européens, l'Europe des citoyens. L'Europe des citoyens. La Europa de los ciudadanos. Arnaud Leclerc, on reste avec vous et on va évoquer les règles du jeu finalement du Parlement européen. Est-ce que c'est un véritable organe de décision au niveau de l'Union européenne? Ah, aujourd'hui, oui. Le Parlement est devenu un Parlement tout à fait normal. C'est-à-dire que ses pouvoirs, au fur et à mesure des réformes successives des traités, se sont considérablement accrus. Je dirais même c'est l'organe qui a gagné le plus. Et donc aujourd'hui, il a un pouvoir absolument majeur dans tous les grands domaines. C'est un co-législateur absolument. Mais rien à voir avec un Parlement français quand même. Alors ça, c'est marrant cette réflexion, parce que quand on c'est les Français qui aiment comparer avec le Parlement français. Discute avec des députés européens, ils vous disent plutôt l'inverse, qu'ils ont le sentiment d'avoir plus de pouvoir en étant à Strasbourg ou à Bruxelles, puisque le Parlement siège dans les deux villes. Mais les députés ne peuvent pas proposer de loi au Parlement européen, alors contrairement au Parlement français, par exemple. Alors d'abord, contrairement au Parlement français, certes, mais au Parlement français c'est très exceptionnel, c'est moins de 10%, et dans le cas européen, c'est vrai que l'initiative juridiquement revient à la Commission, mais dans le réel, ce sont très souvent des propositions, soit qui viennent de la société civile, soit qui viennent des pouvoirs politiques, y compris des parlementaires, qui sont reprises par la Commission et qui vont être transformées en loi. Donc en réalité, il y a un pouvoir d'initiative relativement indirect qui existe. Il y a un fait un peu particulier pour ces élections européennes, elles ont démarré le 22 mai. Finalement, on a un seul tour,
mais plusieurs jours. Ces élections sont complètement hors normes. D'abord, il y a 382 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes, c'est tout à fait colossal. En plus, dans 28 États, mais il n'y a pas de cadre européen vraiment commun. En fait, l'Europe laisse à chaque État la possibilité d'organiser ses élections comme il le souhaite. La seule règle commune, c'est que ce sont des scrutins de liste avec une proportionnelle. En dehors de cela, tout est propre aux États. Donc, le jour de vote, effectivement, les Britanniques ont l'habitude de voter le jeudi, d'autres c'est le vendredi, d'autres le samedi, d'autres encore le dimanche. Ça, c'est une première règle. Parfois même sur 2 jours. Parfois sur 2 jours, ce qui est le cas d'ailleurs de la France en raison de dom-tom. Alors, il y a plein d'autres règles qui sont tout à fait variables, comme par exemple, on peut décider de faire une liste unique à l'échelle du pays, ce que beaucoup d'États font, mais quelques États ont choisi d'organiser des régions à l'intérieur, c'est le cas de la France, mais c'est le cas aussi de l'Italie, de l'Angleterre, et même de certains petits pays comme l'Irlande. D'autres règles extrêmement particulières. Comment est-ce qu'on opère cette répartition? La proportionnelle n'est pas la même partout en Europe. Alors, il y a des systèmes plus favorables aux grandes listes, des systèmes plus favorables aux petites listes. Il y a des seuils pour qu'on puisse être une liste qui puisse avoir un élu, pour entrer entre guillemets en concurrence dans le calcul. Tous les pays n'ont pas de seuil, certains n'en ont pas. D'autres, l'Allemagne avait un seuil de 5%, son tribunal constitutionnel l'a abaissé à 3, en France c'est 5, dans d'autres États c'est 4, donc là il y a toutes les situations. Même l'âge de vote varie considérablement, puisque certains pays décident qu'on peut voter à 18 ans, d'autres c'est à 21 ans, et même l'Autriche c'est 16 ans, donc tous les cas sont possibles. Pour rester sur cette petite leçon de choses que nous avons avec vous, ça sert à quoi un député européen? Alors ça sert à beaucoup de choses, mais je voudrais rappeler une chose, c'est les électeurs ont été quand même confrontés à une offre extrêmement importante cette fois-ci. Il faut rappeler qu'il y a eu 900 listes à l'échelle de l'Union européenne de proposer, soit 16 000 candidats. C'est colossal, hein, vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et on a quand même 193 listes en France, c'est un des pays où l'offre est la plus pléthorique. Donc, et 25 listes pour la région ouest qui nous concerne directement. En 2 mots, Arnaud Leclerc, une fois que les résultats seront connus, c'est pas pour autant qu'on connaîtra la façon dont va être agencé le Parlement européen. Exactement. D'abord, on n'aura que des estimations jusqu'à vers 22-23 heures. Les résultats ne tomberont que tardivement. Les méthodes de calcul sont un petit peu calculées, un petit peu difficiles, et les affiliations des partis ne tombent pas mécaniquement. Donc, ça peut se faire le lendemain ou le surlendemain. On connaîtra la composition du Parlement assez sûrement dans 2 jours, disons. En revanche, la mécanique ensuite pour savoir quel sera le potentiel président de la commission, ça sera un peu plus long. Merci beaucoup Arnaud Leclerc, vous restez avec nous, on vous retrouvera tout au long de cette émission jusqu'à 23h30. On vous l'avait promis, on fera un tour des 28 États membres et on commence par la Finlande. Je pense que Michael Bock est avec nous en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes en Finlande, vous êtes membre du Parti pirate finlandais. Est-ce que vous, de votre côté, le Parlement européen a permis de faire avancer une des causes qui vous est chère, c'est-à-dire le numérique? Maintenant, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez l'impression que l'Union européenne et le Parlement européen a permis de faire avancer des dossiers qui vous sont chers et dont on reparlera un petit peu après, notamment la neutralité du réseau, par exemple, les leaks? Je suis désolé, mais ma pratique de parler français, c'est pas... We can do it in English if you want. Is it... Je veux absolument insister à parler français. En français. Oui, mais... Dites-nous, vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution? Une évolution de quoi? Par exemple, si on prend la neutralité du réseau, la protection du numérique et de nos données personnelles, est-ce que le Parlement a pu être un élément qui a forcé la main parfois aux États et qui a pu être profitable aux citoyens? Mais bien sûr, et je pense là que les 2 pirates suédois, membres du Parlement européen, Christian Engström et Amelia Andersdotter, ont déjà fait un très bon travail pour arrêter l'accord international nommé ACTA, qui menaçait la liberté d'expression en ligne. Et il y a là un grand travail à faire, sans doute, au nouveau Parlement. Ça des enjeux pour les 5 prochaines années à venir pour le nouveau Parlement? C'est un grand enjeu, oui. Et surtout, il faut éviter les dangers du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement qu'on négocie actuellement avec les États-Unis. Et là, le rôle
des pirates et souvent d'informer les autres groupes politiques de certains risques, mais aussi sur les bonnes occasions que l'Internet a apportées avec elle. Merci beaucoup Michael Bock d'avoir été avec nous, j'espère que j'ai pas trop écorché votre nom, et merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de parler en français. Merci. On continue d'ailleurs sur le numérique, on revient du côté de Nantes, Anthony. Nous avons avec nous Jocelyn, qui est bénévole au sein de l'association FAI Maison. Bonsoir. Bonsoir. Alors peut-être qu'on peut expliquer déjà en deux quelques mots. mots sur FAI Maison déjà. Alors FAI Maison est une association loi 1901 qui opère dans Nantes et ses alentours. Et nous sommes fournisseurs d'accès à Internet, à savoir que, un petit peu au même titre que Free, Orange, etc., que vous pouvez connaître, nous proposons à nos adhérents des offres d'accès à Internet via la DSL qui sont gérées tant techniquement qu'administrativement par des bénévoles. Et au-delà de cet aspect service, nous considérons Internet comme le meilleur, enfin le moyen de communication qui implémente la liberté d'expression. Et à ce titre, on a à cœur de venir expliquer comment Internet fonctionne d'une part, et d'autre part de défendre en fait le fonctionnement d'Internet contre des attaques qui peuvent être par exemple législatives. Quel est l'intérêt de passer par vous au lieu de passer par des grosses boîtes comme Orange et compagnie? Alors l'intérêt, déjà si on est curieux, on peut comprendre comment ça marche. Ensuite, il y a un côté social qui est très important pour nous, c'est-à-dire que vous pouvez aller boire un coup avec votre fournisseur d'accès à Internet. Ah oui. Et c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Ça arrive souvent avec FAI Maison, il faut le préciser. C'est à taille humaine, vous êtes en train de nous dire ça, hein, c'est ça, hein? C'est ça, c'est à taille humaine, et d'autre part, on s'engage en fait sur des principes éthiques, tels que la neutralité du réseau, sur lequel peut-être on développera par la suite. Alors justement, oui. La neutralité du réseau, on va en parler, puisqu'il y a un dossier que vous avez suivi de près lors de du précédent mandat du Parlement européen, c'était le marché unique des télécommunications. On a beaucoup entendu parler du fait que nos SMS allaient coûter moins cher à l'étranger, c'était un petit peu le gros point qui intéressait le citoyen, mais la neutralité du réseau, ça nous concerne tous aussi. Alors d'abord, excusez-moi, mais neutralité du réseau, ça veut dire quoi? Parce que déjà, là, je comprends pas. Alors, d'accord. Oui. Donc la neutralité du réseau, pour resituer le cadre un petit peu législatif duquel on va parler, donc le marché unique des télécoms, c'était une proposition de règlement soumise par la Commission, qui incluait donc la fin des frais d'itinérance dont vous parliez, la neutralité du réseau et la répartition du spectre de fréquence. La neutralité du réseau, en elle-même, c'est un principe assez simple, qui dit que le fournisseur d'accès à Internet ne va pas privilégier certains services ou certains sites par rapport à d'autres. On peut expliquer ça un petit peu par une analogie avec le... Parce que c'est le cas actuellement, c'est-à-dire que si vous êtes chez un fournisseur d'accès, il peut privilégier certains sites Internet. Alors, il en a de toute façon techniquement le pouvoir. Ouais. C'est là que se situe l'enjeu en fait. C'est historiquement Internet est neutre, et tout l'enjeu est de savoir si on constate que les opérateurs ont tendance à le rendre non neutre pour des questions de profit souvent, et l'enjeu est en fait de faire inscrire cette neutralité, de l'imposer aux opérateurs dans la loi. Et c'est ça qui se joue au sein du marché unique des télécoms, donc de ce projet de règlement. On a d'ailleurs des exemples assez concrets, si on pense évidemment à nos téléphones portables et à la téléphonie mobile. Voilà, alors un exemple pour comprendre la neutralité, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'un accès non neutre. Donc un exemple, effectivement, avec les forfaits de téléphone mobile, certains opérateurs proposent des forfaits réunissant des minutes de communication, de la voix, et de l'Internet mobile. Seulement voilà, pour qu'on continue à acheter des minutes de voix, il ne faut pas qu'on se mette à téléphoner via Internet. Donc certains opérateurs, il y a des cas en France, il y a des cas en Europe, c'est une atteinte courante à la neutralité du net, bloquent toutes les applications de téléphonie via Internet, dont Skype, dont d'autres, etc. Et donc c'est un accès non neutre. On peut trouver une liste en fait référencée un petit peu des atteintes à la neutralité du net sur un site qui s'appelle respectmynet.eu. En gros, si on doit expliquer aux gens, ça veut dire que, imaginons, on a Viber ou Skype sur notre téléphone portable, Free, Orange ou SFR va préférer qu'on continue à payer, qu'on aille au-delà de notre forfait en ayant un accès beaucoup plus lent à Skype ou à Viber. Alors pour l'atteinte dont je vous parlais, c'était tout simplement que l'accès était bloqué. Donc vous aviez une partie d'Internet qui vous était cachée. Vous ne voyez pas la partie d'Internet qui permet de téléphoner par Internet. Et l'intérêt de l'opérateur est que vous continuiez à appeler par la téléphonie mobile classique via votre forfait téléphonique. Ce combat que vous avez, on a l'impression que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Comment vous,
en acteur local à Nantes, vous pouvez faire bouger les choses pour qu'au niveau européen, ça bouge? Alors plusieurs moyens qu'on a mis en œuvre. Alors déjà, on n'est pas tout seul. Ne serait-ce qu'au niveau des fournisseurs d'accès, on est regroupé en une fédération d'une trentaine de fournisseurs d'accès Internet qui s'appelle la FFDN. Et il y a surtout des organisations telles la Quadrature du Net de défense des citoyens concernant les libertés numériques. Et sur ce qu'on a fait à Nantes, on a fait venir des gens de cette organisation pour expliquer un petit peu aux gens, aux citoyens et aux élus présents éventuellement quels étaient ces enjeux. Et d'autre part, il est possible en fait d'appeler des députés européens. Ce qu'on a fait, on a organisé un atelier Pifone, c'est un outil de la Quadrature du Net qui permet d'appeler un eurodéputé pour lui expliquer ses préoccupations face à un projet de loi. Et vous ressentez qu'il y a des effets à tout cela, cette espèce de lobbying? Oui, alors on peut dire que c'est un lobbying au même sens que d'un côté il y a les lobbies privés, et d'autre part on a les lobbies citoyens qu'on appelle advocacy aux États-Unis par exemple. Et oui, on peut imaginer que ça a eu un impact. Si on voit au niveau de ce texte, donc le texte qui est sorti du Parlement européen, on le considère plutôt comme un bon texte qui protège, qui implémente dans la loi le respect de la neutralité du net. Et c'était pas quelque chose de gagné. La commission ITRE, la commission parlementaire ITRE était chargée du texte, et quand elle a pondu sa première version du texte, il comportait des failles, et il se trouve qu'en séance plénière, le texte, 3 amendements très importants sont passés, qui définissaient clairement que la neutralité devait être respectée, et quelles étaient les rares exceptions qui pouvaient être admises. Et en fait, le passage de ces amendements s'est fait parce que les députés du centre ont changé d'avis entre le travail d'ITRE et le vote en séance plénière. On peut imaginer que c'est lié, entre autres, à la participation citoyenne. La participation citoyenne qui peut faire changer les choses. Évidemment, comme le disait notre précédent invité par téléphone, il faudra suivre aussi certains dossiers comme le TAFTA et d'autres, le traité transatlantique. Merci beaucoup, Jocelyn de FAI Maison, d'avoir été avec nous. Je vous propose qu'on parte du côté de l'Estonie où on vote par Internet. Andres Kaskamp est avec nous normalement. Hello, good evening. Hello, good evening. From Estonia. Yeah, from Estonia, exactly. Je vais traduire en quelques mots après ça ce que nous dira notre that I will translate some of your words. You're a country where we can vote through internet. Does it work? Yes, it works very well. Estonians are very much used to it and very proud of it as well. We've done it now for several elections in many years. So it means that they use it today for the European elections? Yes, they don't today because it's only for preliminary voting. So they were able to use it in the first half of the week, but today on the actual day you can only do it on paper. So the turnout for the electronic voting, which was 11% of the electorate, used the online option. Donc 11% de la population a voté par Internet. C'est un vote qui se fait en amont du jour de l'élection. Sure that our vote is not manipulated. The system has been tried many times, and we've already had several elections, and it's been tested by all sorts of experts, and so there's no doubt about it. Thank you very much, Andres Kaskamp. I just remind our listeners that you are a member of the Politics Science. My colleague Anthony has also a question. No, right. Non, pas de question. For Arnaud Leclerc. Pour Arnaud, vous avez une question? Arnaud Leclerc, vous avez voté, vous, de façon électronique aujourd'hui, ici à Nantes. C'est encore quelque chose de marginal, hein? J'ai voté par électronique à Orvaux. Oui. C'est une ville qui le pratique depuis un certain temps, mais ce n'est pas une élection par Internet. Vous allez dans le bureau de vote, c'est une machine électronique qui est d'ailleurs déconnectée de tout système informatique, puisque, et c'est une des grandes difficultés, on sait aujourd'hui qu'en France, il y a des grandes craintes dans l'électorat sur ces questions-là, alors qu'on le voit bien en Estonie, c'est pas le cas. La population a compris que ce sont des systèmes qu'on peut parfaitement sécuriser. C'est pas le cas encore en France où il y a vraiment des craintes qui l'emportent, et donc il y a tout un travail de conviction aujourd'hui à faire là-dessus. Ça veut dire que ce travail il a été fait en Estonie? Il y a des pays qui sont plus ouverts à ça depuis fort longtemps. Il y a des expérimentations en France assez courantes, il faut le dire, mais ça n'a pas toujours été merveilleusement bien mis en place et bien encadré. On a eu une expérience un peu malheureuse sur les Français qui votaient à l'étranger aux dernières législatives où le système était assez mal monté avec un certain nombre de désagréments au bout, et donc ça freine effectivement.
Nous sommes toujours dans notre partie consacrée à l'Europe des citoyens et Valérie Loura est également avec nous. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet au sein de la direction Europe du citoyen à l'AFCCRE, alors beaucoup de lettres, pour dire Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Et vous vous occupez principalement de la coopération franco-allemande. C'est une coopération dont on entend souvent parler, le traité de l'Élysée, la France et l'Allemagne, ces deux pays qui ont un poids au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la coopération, on a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place en 2014 ? Oui, je dirais que oui. En fait, c'est plus qu'une nouvelle dynamique qui s'est mise en place en 2014. On est vraiment sur une relation très forte, très intense, qui va vraiment au-delà de la coopération entre les chefs d'État des deux pays. On est au-delà de François Hollande, Angela Merkel. Actuellement, pour rappel, en fait, au niveau institutionnel, on a une université franco-allemande, on a une chaîne de télévision franco-allemande Arte, on a des chambres de commerce et d'industrie franco-allemandes. Il y a une coopération très très forte entre les établissements scolaires français et allemands. On est vraiment au-delà d'une coquille vide. Et 2014 et 2013, avec l'anniversaire du traité de l'Élysée, ont donné vraiment une grande visibilité à cette coopération, mais qui de toute façon est très forte dans tous les cas qui existent auparavant, avec aussi des jumelages et des personnes qui franchissent la frontière régulièrement pour se rendre visite, pas forcément dans une optique touristique. Donc on est vraiment sur une relation qui est très très particulière entre ces deux pays. Lorsque l'on est au Far West de la France, comme ici à Nantes, est-ce qu'il peut y avoir quand même des liens? Si par exemple, je prends les jumelages, est-ce qu'on a autant de jumelages ici dans l'ouest de la France que dans l'est par exemple? Eh bien, je vais vous dire oui, plus. Mais c'est vrai que l'ouest de la France, particulièrement l'espace nord-ouest, on va dire Bretagne, Pays de la Loire, est traditionnellement un espace qui est très très ouvert sur l'étranger, sur l'Europe, sur l'altérité, je dirais. Et donc oui, il y a une très forte coopération franco-allemande entre cette région de la France et puis l'Allemagne. J'ajouterais même pour la petite anecdote que je suis un produit de cette coopération puisque j'ai fait une partie de mes études à Nantes et que j'en ai fait une autre partie à Sarrebruck. Je pensais que vous s'étiez rencontrés en jumelage, mais non. Il y a beaucoup pour la prochaine génération. Voilà. Qu'est-ce que les Allemands ont à nous apporter, nous Français? Eh bien, autant qu'on a à leur apporter, au final. Je dirais même qu'au-delà de cette coopération qui est très très proche, on se rend visite, on pense un petit peu moins, je dirais, à regarder comment ça se passe chez le voisin. J'ai un exemple favori, c'est la question notamment des réformes, de la réforme des temps scolaires qui est très très prégnante en France en ce moment, qui est une question qui s'est déjà posée en Allemagne il y a quelques années, puisque je crois que c'était en 2000, l'Allemagne a découvert avec stupeur qu'elle était très mal classée dans le classement PISA. Donc ça fait écho à quelque chose qu'on connaît en ce moment. Et donc il y a eu une grosse réflexion qui a été basée sur la journée des enfants scolarisés en Allemagne. Vous savez qu'ils ont cours que le matin. Donc c'était qu'est-ce qu'on fait des après-midi? Est-ce qu'il faut toujours les laisser libres? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité à ces enfants? Or, on a peu ou prou exactement les mêmes questionnements en France aujourd'hui, qui sont des questionnements qui sont très largement portés par les collectivités locales, et justement, notamment les jumelages, mais aussi tous les axes de coopération, les partenariats entre territoires, auraient à mon sens fort à gagner à échanger davantage sur des éléments aussi concrets. Ça veut dire qu'on méconnaît aussi un petit peu le voisin. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup à apprendre de son voisin. Et je trouve que c'est aussi, même si c'est un petit peu décevant parce que cette coopération est très longue et très intense depuis son début dans l'après-guerre, mais ça veut dire aussi que on n'a pas fait le tour, contrairement à ce qu'on peut dire parfois en disant oui l'Allemagne ça va, c'est juste à côté, on connaît très bien. Non, il y a encore beaucoup à apprendre, et je pense que justement tout ce qui est programme européen, opportunité d'échange et de mobiliser les citoyens sur ces apprentissages dans l'autre pays, c'est vraiment essentiel. Et au niveau du Parlement européen, est-ce qu'ils travaillent aussi ensemble sur des thématiques, nos eurodéputés français et allemands? Eh bien oui, ils sont déjà je dirais mécaniquement obligés de le faire parce que c'est les deux plus grandes délégations au sein du Parlement européen, puisque les Allemands élisent aujourd'hui 96 députés, les Français 74, donc sur les 766 effectivement, ça veut dire que dans le travail en commission, il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup de Français, il y a les présidences des commissions sont très très fréquemment françaises ou allemandes. Donc oui, il y a un travail qui se fait entre les Français et puis les Allemands au sein du Parlement. Les Allemands qui sont souvent plus assidus quand même que nos parlementaires français. Oui, c'est vrai que l'Allemagne porte un regard un petit peu différent sur la fonction de député européen.
Donc on va lire une critique en gros à l'égard de la France. C'est vrai que les Allemands restent souvent 2 ou 3 mandats députés européens, ce qui permet d'acquérir une forte expérience qui est très nécessaire pour travailler sur les textes sur lesquels travaillent les députés européens, qui sont souvent très très techniques. Donc il y a vraiment besoin de développer une expertise sur ces sujets, et en un mandat, en réalité, c'est pas tout à fait suffisant. C'est pas suffisant. Voilà. Merci beaucoup Valérie Loira d'avoir été avec nous Merci. pour parler de la coopération franco-allemande. D'ici quelques instants, on va se retrouver, Anthony, pour parler liberté. On parlera notamment des droits des femmes et puis de l'immigration. Mais avant ça, nous allons faire une petite pause du côté de la musique. Non, nous allons faire un tour du côté de Chypre. Oui, d'abord. C'est d'abord tout ça. D'abord. Donc, nous avons normalement Michaelis Atalides au téléphone. Hello? Hello? Is it you, Michaelis Atalides? Yes. You're president of the university in Nicosia. I'm the rector of the University of Nicosia. Yeah, we the also director. have a president. How was the election there in Cyprus? Well, we've just been listening to the exit polls. It seems that the first party is the party, the right-wing party, the party which is a part of the European People's Party. Mm-hmm. They seem to have gained to quite a large extent. And the second party is the left-wing party, the Agel, which is a little below its normal I just size translate. of the vote. There is quite a large abstention. Mm-hmm. Well, unfortunately, the European Parliament elections, we know that there is always a problem of abstention, but in Cyprus, at the previous elections, there was quite a high participation rate, about 59%. What could be the cause of the change? Beg your pardon? What could be the cause of this change? The cause of the increased abstention, I think, is probably, I haven't seen any survey results yet asking people why they didn't vote, but I think it was the economic issue, we had these Eurogroup decisions about a year ago about Cyprus, and I think that there is some dissatisfaction with the European Union, which expressed itself with a higher abstention at the European Parliament elections. Thank you, Michaelis Atalides, to have been with us. I just remind our listeners that you are the director of the university in Nicosia. Je vais juste traduire pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément la langue de Shakespeare. Le président de l'université de Nicosie, ancien ambassadeur à Paris, à Londres et à Bruxelles, nous expliquait que donc c'était la droite qui arrivait en tête du côté de Chypre, juste suivi par la gauche, et qu'il y avait une plus forte abstention que dans les années précédentes du côté de Chypre. Alors il faut dire à nos auditeurs et auditrices de Radio Nantes et de Fidélité que nous ne pourrons pas donner de résultats français avant 23 heures. La loi nous l'interdit puisque l'Italie vote jusqu'à 23 heures. Nous pourrons néanmoins tout au long de cette soirée, donc c'est pour ça qu'il faut aussi rester avec nous, vous donner aussi quelques petits bijoux de chiffres, avec notamment des sondages sortis des urnes. On aura également aussi certains résultats dans d'autres pays européens, et là nous avons, en gros, plus ou moins le droit de le donner. Ça sera le cas notamment pour l'Autriche. Arnaud Leclerc, vous avez des premiers résultats de sondages sortis des urnes. Il s'agit bien de sondages et non pas de résultats finaux, attention. Exactement, donc il s'agit simplement d'estimations qui risquent d'être affinées en cours de soirée. La droite arrive en tête avec 27% devant la gauche 24%, et surtout l'extrême droite fait un score de 20%. Bon, on sait que traditionnellement il y a une présence importante de l'extrême droite en Autriche depuis maintenant longtemps, forte contestation d'ailleurs sur la question de l'Europe, et c'est donc pas vraiment une surprise à proprement parler. On rappelle également un autre chiffre que nous avons donné il y a une demi-heure maintenant. Il s'agit du taux de participation. 35% de participation au niveau national contre 33% en 2009. Et sur notre région ouest ici, 38% pour la Bretagne, 36% pour Poitou-Charentes et 37% pour les Pays de la Loire, 40% pour la Loire-Atlantique, de toute participation à 17h. Et on part maintenant du côté de Bruxelles. Je vous propose, Anthony, pour retrouver Justine Coran. Des événements ont marqué le pays hier. Une fusillade a eu lieu du côté du
du musée juif de Bruxelles. Je vous propose qu'on aille plutôt du côté du Parlement européen. Justine.